tribunal de Nanterre. Mais ça a été classé sans suite. En plus, les avocats de Bill Gates n'ont pas du tout répondu à ce que nous lui reprochions, mais ils ont dit mais non, mais Bill Gates a jamais attaqué les gens qui m'attaquent. Là, j'ai vu la manipulation de la justice. Les médias, moi j'étais pendant des années, mais ils m'aimaient bien dans les médias. Je ne sais pas si Corinne Lalo est là, mais elle était à TF1 à l'époque au service santé. J'ai passé souvent au journal de 20h, même quand j'étais dans les hautes positions au ministère. C'est quelqu'un du ministère qui m'a envoyé dans les médias pour défendre tel ou tel sujet de santé publique. Donc les médias, ils m'adoraient avant la crise Covid. Et d'ailleurs au début, ils m'ont invité. J'en pouvais plus, j'étais invité plusieurs fois par semaine sur tous les plateaux de télé. Je rentrais le soir chez moi, j'étais épuisé. Et c'est comme ça que j'ai envoyé quelques collègues pour me soulager, comme Benjamin Davido, Gilles Eliane, dont maintenant on a vu le résultat, c'est pas grave. Donc voilà, les médias. Heureusement que j'avais fait d'ailleurs du média training avant, parce que ça m'a permis de bien en sortir, parce que je connais toutes les techniques de manipulation des journalistes, donc j'ai pu les utiliser contre eux. Alors, il paraît qu'un journaliste célèbre d'une grande chaîne de télé a dit une de ses amies qui me l'a rapporté. Alors moi j'invite plus Perron, parce que sur un plateau il est incontrôlable. Parce que c'est pas eux qui vont manipuler, moi je connais leur technique. Donc ça a peut-être été ma force pendant cette crise, c'est que je ne suis pas fait démonter par les journalistes. Mais après, ça a été terrible parce que j'avais attaqué un peu l'Imperial College qui m'a... J'avais reçu des lettres recommandées d'avocats, que l'Imperial College de Londres allait me traîner en justice et tout ça. Et après, elle s'appelait pas l'ARCOM à l'époque, ça a changé de nom, mais donc c'est l'organisme officiel en France pour garantir la liberté d'expression dans les médias, vous connaissez le truc. Hein. Ils ont fait un communiqué de presse, c'était à l'automne de 2020, pour dire que j'étais interdit de séjour dans les médias de grand chemin. Et les derniers qui ont bravé l'interdiction, c'était sur CNews, 2-3 fois, ils ont eu des amendes colossales. Donc on est en démocratie, hein. Si on invite le diable Perron, on a une amende. Bon, c'est comme ça. Alors après, je me suis dit, bon, il y a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, c'est des gens très bien, qui gagnent bien leur vie. Et quand on avait porté plainte avec l'avocat de bon sens sur la dernière élection présidentielle aux élus, il y a des irrégularités sur les machines à voter, on avait des constats d'huissier, on a écrit au Conseil constitutionnel et Fabius nous a envoyé balader d'un revers de main. Vous n'êtes pas compétent pour juger, il a validé l'élection de Macronibus. Moi je pensais qu'en France, avant, j'ai fait beaucoup d'expériences internationales, vous les Français, les syndicats ou des grèves tout le temps, vous pouvez paralyser le pays. Et en plus, c'était les syndicalistes de la CGT qui m'avaient aidé à... Moi, je n'étais pas spécialement CGT, j'étais pas communiste. À l'époque, j'en avais marre que les trains soient tout le temps en grève. Et j'ai dit au gars de la CGT dans mon hôpital qui m'a bien aidé, je le remercie beaucoup, parce que je lui ai dit, mais... Ben, vous n'êtes pas capable de faire... Avant, vous pouviez paralyser le pays en une journée. Ah ben non, parce que mes chefs, ils sont achetés. C'est lui qui me l'a dit. Bon, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On est de combien aujourd'hui? Du 12 13, c'était il y a 3 jours. Il y avait la grande manif qui devait paralyser la France. On n'a vu que dalle. Donc les syndicats aux ordres, l'opposition, vous allez voir ce que vous allez voir, l'opposition couchée. Les élections truquées. Donc en fait, mais rassurez-vous, il n'y a pas qu'en France. Il y a l'Union européenne et ma chère Ursula, que je vénère. Et quand on voit toutes ces crises, on l'a vu par le coronavirus, ce qui m'a frappé, c'est que ça a touché essentiellement les pays riches et les pays de l'OTAN. Pourquoi
les pauvres Africains, les pauvres Asiatiques qui n'avaient pas accès au vaccin, les pauvres, Bill Gates était en larmes en disant « Vous êtes égoïstes, les pays riches, regardez, les Africains vont mourir ». Et ils rigolaient, les Africains, et je rigole avec eux. Bon, passons. Alors, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a, même si grâce à vous, ça va bouger, j'espère, mais on voit que c'est difficile, je compte beaucoup sur l'étranger pour faire bouger les choses. Parce que ça me rappelle, vous savez, De Gaulle, la France était envahie, tout le monde était déprimé, on s'est foutu. Il a dit non, mais on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Il n'y a pas que la France, il y a le monde entier. Et regardez autour le monde entier. Alors, si on regarde, bon, il y a déjà... Les États-Unis ne sont plus la première puissance économique mondiale, c'est la Chine. Moi, je ne suis pas spécialement un copain du régime chinois, hein, il faut reconnaître, non, mais ceci dit, maintenant, c'est les premiers sur le plan économique. La Russie est la première sur le plan militaire, et puis il y a une richesse terrible avec un développement économique incroyable. Les Russes sont capables d'envoyer des missiles à Mach, plus de Mach 10, Mach 15, alors que les Américains ne peuvent pas les passer. Et grâce à Jean-Pierre Petit, malheureusement, qui était un physicien français que je connais bien, et qui n'a pas été écouté par l'état-major de l'armée à l'époque. Et c'est pas lui qui m'a dit, mais c'est toi qui as donné la technique aux Russes. Il m'a dit, non, moi j'ai... Jean-Pierre Petit, il est génial, parce que je l'invite à la maison, il m'a invité chez lui plusieurs fois. C'est un artiste, il n'arrête pas de dessiner. Alors, quand je parle avec lui, il me dessine en train de dire n'importe quoi, puis après il me donne ses dessins. Il m'a dit, il m'a tellement écœuré. C'était Charles Hernu qui l'avait... qui paraît-il était sous influence de la CIA, qui avait bloqué du temps de Mitterrand l'acquisition par l'armée française des missiles hypersoniques. Il m'a dit, j'étais tellement écœuré, j'ai tout dessiné en bande dessinée, il a posté ça de façon publique, et les Russes ont mis les meilleurs chercheurs russes pour exploiter cette technique. Donc quand on voit ça, en plus c'est une invention absolument géniale qui vient de la France, ça fait mal au cœur. Voilà. Moi je ne suis pas un trompolâtre, mais je préfère avoir Trump que Kamala Harris. Trump, il est bizarre, moi j'ai du mal à le cerner parce qu'il fait des déclarations tonitruantes et puis, alors ça fait des années que je commence à le suivre un peu, il fait complètement l'inverse par derrière. Ça c'est sa technique. Et j'ai vu que Trump c'était un joueur de poker menteur. Alors j'ai vu que Xi Jinping, je ne sais plus là, le chinois, c'est un joueur de Go très fin qui masque toujours son jeu. Poutine, c'est un joueur d'échecs. Et nous, on a une chance incroyable. On a Macron qui est un grand joueur de pipeau. Alors, je pense que la fragilisation du monde anglo-saxon, avec la montée des BRICS, la fragilisation du dollar, ça va nous servir. Et je pense que c'est pour ça que Trump est mal à l'aise, parce que lui, au fond de lui, il veut le triomphe de l'Amérique, du dollar et tout ça, donc il est un peu le cul entre deux chaises. Je comprends je pense que Kennedy, qui est sur la santé uniquement, est plus clair dans son attitude. Donc, ce qui m'a surpris chez Trump, quand même, il était président quand il y a eu la pandémie, il a accéléré le processus du vaccin. Finalement, il a laissé faire Fauci, et maintenant, il est dans l'autre sens. Moi, honnêtement, je n'ai pas couché Trump sur un lit psychanalyste pour qu'il parle de lui ou de ce qu'il a fait, mais c'est vrai que ça m'a interpellé, ça m'a mis mal à l'aise. Je n'ai pas l'explication, si vous avez des explications, vous me direz. Mais bon, il y en a qui disent oui, mais il a fait ça exprès pour les accélérer, les forcer à faire en urgence le programme de vaccination pour qu'ils se cassent la gueule plus vite. C'est possible aussi, mais je ne sais pas si c'est vrai tout ça, on verra avec le recul. Kennedy, bon, je l'ai rencontré très brièvement, mais c'est quelqu'un de sincère. Alors, il a son père, son oncle ont été butés, c'est pas rien. Au début,
début, je pense qu'il voulait aller à l'élection présidentielle, puis sa famille était toujours attachée aux démocrates. Il a eu beaucoup de courage finalement de lâcher les démocrates et pour rejoindre Trump. Et franchement, ce qu'il fait actuellement, moi je trouve que c'est fantastique, parce que il est arrivé, clac, ils ont licencié ce que disait Corinne Lalo dans son topo tout à l'heure, la directrice du CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies à Atlanta. Ils ont viré le directeur du NIH, l'équivalent de l'INSERM. Ils ont viré le directeur de la FDA, l'agence du médicament. Ils ont fait le ménage. Alors, tollé dans certains médias américains, dans tous nos médias français, ça y est, Trump et Kennedy mettent les populations en danger. Parce qu'ils font le ménage sur les corrompus. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est aussi Trump a coupé les fonds à tous les labos de recherche qui faisaient de la recherche pourrie, notamment sur les gains de fonction et tout ça. Et alors là, il y a Macron qui dit « Oh, c'est un scandale, c'est une atteinte à la liberté de recherche. Venez, tous les pourris chez moi. Les Français, avec leurs impôts, ils vont vous payer toute votre recherche, vos salaires. Venez, les petits. » Non, mais, vous avez vu toutes les déclarations officielles à ce moment-là en France. Donc, Kennedy, moi, je ne connaissais pas. Il y a quelques années, c'était après le début de l'histoire Covid. Moi, j'avais rencontré quelques personnes de son équipe dans de diverses réunions et il m'avait contacté en disant est-ce que vous voulez écrire la préface de la version française de son livre. Alors moi, je veux bien. Bon, alors, c'était un livre assez épais. Mais j'étais impressionné parce que ce livre, il faut le lire, il écrit un petit caractère, il n'y a pas beaucoup de marge. Moi, je dis, oh, ok, vous me l'envoyez. La version française n'était pas encore sortie, j'ai lu en anglais, je dis, bon, je vais lire ça en diagonale, ça va être vite fait. Waouh! J'ai passé plus de 10 jours, presque 2 semaines, à le lire, parce que je lisais attentivement, je prenais des notes, c'était pas juste une petite lecture de roman. J'étais impressionné, ils balancent tout le monde, les noms, les trucs, ils ont truqué les études en Afrique sur le sida, ils ont caché les morts sur le tapis, toutes les études sur les vaccins sont truquées. Et en plus, j'ai vu des dizaines et des dizaines de pages de références. Il avait déjà sorti son livre en anglais un an avant, il n'a jamais eu une attaque en diffamation sur son livre. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit est vrai. Alors j'ai critiqué sur 2 choses, et j'ai demandé son autorisation avant. J'ai dit, moi je veux bien préfacer votre livre, mais je ne suis pas d'accord avec 2 choses que vous avez dites, parce qu'il avait dit que le virus du sida n'était pas méchant, que c'était les antirétroviraux qui avaient tué les gens, ce qui est complètement faux. Et bon, il a accepté, puis qu'il faut un peu excessif sur les vaccins classiques, mais j'ai trouvé ce gars intelligent parce qu'il a accepté que je mette des critiques dans ma préface. Ce qui est assez rare, hein, parce que je connais d'autres livres où j'ai fait des critiques, on m'a dit non, si vous critiquez, on ne veut pas de votre préface. Voilà, donc c'est un gars sincère. Sur les vaccins, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Je parle des vaccins classiques. Quand on parle des pseudo-vaccins Covid, ce n'est pas des vaccins. D'ailleurs, le Conseil de l'Ordre, avant la procédure officielle à la chambre disciplinaire, c'était un an avant, m'avait convoqué parce que j'avais osé dire à CNews qu'avec toutes les cours de santé publique en Angleterre, ce qu'a montré Corinne Lalo, que les inoculés mourraient 4 fois plus que les non-inoculés. Je suis convoqué, c'était juste avant Noël, 15 jours après, convoqué par le Conseil de l'Ordre départemental. Bon, Monsieur Perron, franchement, on vous aime bien, mais on vous demande de ne plus parler des vaccins. Vous allez prendre votre retraite bientôt. Et alors je dis ok. Et puis après, je suis retourné dans les médias immédiatement. J'ai dit le Conseil de l'Ordre m'a interdit de parler des vaccins, mais ça tombe bien parce que ce n'est pas des vaccins. Il m'avait dit vous n'avez pas le droit de parler en tant que professeur Perron parce qu'avec votre titre, vous influenciez la population. Éventuellement,
éventuellement en tant que citoyen Perron. Donc quand j'ai parlé après, j'ai dit aujourd'hui je ne suis pas le professeur Perron, je suis le citoyen Perron. Vous n'avez pas le droit de parler au grand public, vous avez le droit de parler à vos collègues médecins. Donc quand je parlais, je disais, si vous n'êtes pas médecin, vous bouchez les oreilles, ça vous laisse. Voilà. Et finalement, je vois que tout ça a été bien manipulé. Donc Kennedy, c'est un gars sincère. Il demande, par exemple, il y a un énorme problème avec l'autisme. L'autisme, ça meurt de façon spectaculaire. Alors, je pense que le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, probablement a peut-être un rôle. D'ailleurs, un gars du CDC d'Atlanta qui a parlé un jour, je sais plus, il y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle, vous pouvez voir son témoignage en anglais, c'est peut-être traduit, qui, il y a longtemps, disait ils ont caché des données sur le ROR avec l'autisme, et ça j'y crois tout à fait. Mais quand je regarde les courbes qui étaient diffusées sur ce documentaire complotiste, entre guillemets, la différence n'était pas énorme. Moi, je pense que l'épidémie gigantesque d'autisme, peut-être que le ROR joue un rôle, et pas le vaccin rougeole séparé. Ce qui est dommage, c'est que les fabricants ne fassent plus des vaccins séparés. Il y a sûrement autre chose. Alors, est-ce que c'est le téléphone portable, la 5G, les perturbateurs endocriniens, les pesticides? Je pense que tout ça joue un rôle, mais on ne peut pas uniquement tout mettre sur le dos du vaccin ROR. Quand on regarde les chiffres, ça ne tient pas la route. Mais après, moi, je suis très content que Kennedy, c'est très facile, on compare des enfants vaccinés avec le ROR avec d'autres vaccinés avec le rougeole séparés. Très vite, on peut faire la lumière là-dessus. Moi, je suis très ouvert quand il y a une question quand même sérieuse comme ça, qu'on puisse l'élucider. C'est pas pour ça que je suis contre le vaccin rougeole, surtout que le vaccin rougeole séparé, apparemment, il n'y a eu aucun problème. Ce qu'il a dit dans son livre et qu'il a redit récemment, c'est que depuis maintenant quelques décennies, les vaccins sont plus évalués contre placebo, évalués, même si c'est contre l'excipient qui est contenu dans le vaccin, qui contient les adjuvants et ce qui me choque aujourd'hui, maintenant j'ai vu ce qu'ils ont fait avec le Covid, ils sont capables de mettre des trucs qu'ils n'ont pas déclarés. Parce qu'un jour, j'étais dans une jardinerie, je voulais acheter un herbicide bio, parce que j'avais plein d'herbes dans mon gragier, ça m'énervait, quoi. Et je vois une grosse bouteille d'un laboratoire chimique allemand en plastique vert très épais, qui était marqué acide acétique. Ils vendaient ça très cher, je dis. Acide acétique, c'est le vinaigre. Alors, vendre une bouteille de vinaigre à ce prix-là. J'appelle un copain qui est un spécialiste de toute la pollution industrielle des sols et tout ça. Il m'a dit non, mais tu sais, il y a une directive européenne. Ils ne sont tenus de déclarer qu'un seul produit, puis surtout si les autres produits sont en dessous d'un certain seuil, ils ne sont pas obligés de le déclarer. Donc il m'a dit, ça se trouve, tu as du glyphosate, tu as plein de trucs dans la bouteille, mais c'est pas marqué sur l'étiquette. Et je pense que maintenant, ils font la même chose avec les vaccins. C'est ça qui me gêne, parce que moi, les vaccins, quand même, sauvé des millions de gens dans le monde. Moi, j'ai connu quand j'étais... non, mais vous êtes dessus. Moi, quand j'étais interne, je peux vous dire qu'il y avait des salles entières de coqueluches à l'hôpital Claude Bernard à Paris qui mouraient de coqueluches. Vous ne le croyez pas. Moi, je l'ai vécu, j'ai passé des nuits avec ces enfants. Les morts de méningite et hémophilus influenzae qui étaient terribles, les cellulite, ça a totalement disparu. Il y a des maladies, l'hépatite B a disparu avec le vaccin. Donc même s'il y a eu des polémiques qui n'étaient pas toujours justifiées, je ne vais pas en parler là aujourd'hui, mais on peut en parler une autre fois. Les vaccins, vraiment, ont apporté des progrès incroyables, mais je suis totalement d'accord pour dire que maintenant, je n'ai plus du tout confiance dans l'industrie pharmaceutique, de la façon dont elle s'est comportée. Moi, quand j'ai commencé en médecine, en France, il y avait des dizaines de petits labos. Il y avait Roger Bellon, des labos familiaux, Roussel Duclar, déjà un gros labo. Il y avait... En quelques années, on a vu que tout ça s'est regroupé sur 2, 3, 4 multinationales. J'ai connu les PDG quand j'étais jeune de ces petits labos, c'était des gens humanistes. À l'époque, il ne faut pas oublier que les plus grandes découvertes de médicaments étaient françaises, hein, sur les neuroleptiques, les produits pour le système nerveux, sur les nouveaux antibiotiques. Beaucoup de brevets étaient français. Et tout ça a été complètement éliminé.
Et maintenant, j'ai plus confiance dans l'industrie, donc même ça rejoint. Donc je suis d'accord que sur le vaccin, on a besoin de transparence, de savoir ce qu'il y a dedans. Et après, ça m'insupporte quand les gens amalgament les vaccins classiques avec le soi-disant vaccin Covid. Les vaccins classiques ont été des produits merveilleux qui ont sauvé vos enfants. Si vous n'en avez pas conscience, et vous dites, non madame, dans ma famille, ma mère a perdu sa sœur de coqueluche, mon père a perdu son frère de rougeole, moi je suis un fils de vieux. Ils étaient vaccinés contre la coqueluche, ces gens. Oui, ils n'étaient pas vaccinés. Il n'y avait pas de vaccin à l'époque. On mourait. Pourquoi on faisait des familles nombreuses? Il y avait beaucoup de morts infantiles. Je suis désolé. Dans ma famille, j'ai connu des morts de la génération précédente. Je n'ai jamais connu ma grand-mère quand ma mère était enceinte de moi. Ma grand-mère a fait la diphtérie parce que un de mes cousins à l'époque, je n'étais pas né, a fait la diphtérie, elle est morte. Donc, elle est morte de diphtérie, je n'ai pas pu connaître cette grand-mère qui était, paraît-il, merveilleuse. Et vous ne le croyez pas, mais revenez au Moyen-Âge si vous voulez, moi, je m'en fous. Mais il ne faut pas dire que les vaccins n'ont servi à rien. Maintenant, il y a l'imposture de dire que Pasteur est un imposteur, je ne supporte plus. Pasteur est un mec fantastique, et que le Deschamps, quand il a sorti de son tombeau récemment, il a reconnu qu'il y avait des trucs qu'il appelait microsomes, je ne sais plus comment, que les microbes existaient, mais qu'ils n'étaient pas dangereux. Il y a 99% des microbes dans le monde ne sont pas dangereux. Il y en a qui tuent. Moi, j'ai vécu des épidémies au Maroc, des gens qui mouraient de typhoïde, j'ai vécu des épidémies de coqueluche dans les hôpitaux à Paris, j'ai vécu plein d'épidémies. Donc, dire que les microbes n'existent pas, que les vaccins ne servent à rien, c'est faux, c'est tout. Après, maintenant, qu'on fasse ensemble, de façon sereine, une critique, et moi je suis à fond pour Kennedy, qui dit maintenant, on revient à des méthodes d'évaluation qui soient scientifiquement prouvées, et on ne fait plus n'importe quoi, parce que l'industrie a vendu des vaccins sans faire les études comme il faut. Et ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que Kennedy a dit la semaine dernière, Robert Kennedy, oui, que tous les vaccins étaient délétères et que maintenant il interdirait des vaccins obligatoires, même sur les enfants. Ben, moi aussi. Les gens devaient choisir. Mais je suis d'accord. Il n'a pas dit que les vaccins sont délétères. Il a dit qu'il était contre l'obligation. Et je suis entièrement d'accord. Non. Il a dit que tous les vaccins induisaient des problèmes. On verra ça après. Oui. Mais moi maintenant, je suis totalement contre l'obligation vaccinale, même si à une époque, j'étais un position. Je pense que chacun va pouvoir décider. Je suis entièrement d'accord avec vous, madame, là-dessus. Mais les Amish ne vaccinent pas leurs enfants, ils ne sont jamais malades. Les Amish, ils n'ont pas de pollution, ils n'ont pas de pesticides, ils n'ont pas de perturbateurs endocriniens, ils n'ont pas de 5G, ils n'ont pas de téléphone portable. Donc pourquoi vous dites que c'est le vaccin? Ils ne sont pas sur une île déserte, les Amish, ils sont parmi la population. Non, ils vivent dans leur village séparé. Oui, mais le village, non, mais, il y a la population. J'accepte qu'il y ait des critiques sur le vaccin. Ce que je ne supporte pas d'un point de vue scientifique, c'est que tous les mots de la Terre sont liés au vaccin, c'est tout. Après on discute, on voit. Et regardez tout ce que vous bouffez, la malbouffe, tout ça, ça peut aussi perturber votre santé. Et les Amish, ils cultivent eux-mêmes leurs tomates, ils n'ont pas de téléphone portable, ils sont à la charrette à cheval, et ils n'ont pas d'électricité. Et voilà, et peut-être que... Les Amish, ils ont aussi des chemtrails au-dessus de leur tête, je suis désolée. Peut-être. Bon. Alors, donc maintenant, moi, je suis convaincu que je suis pour la liberté vaccinale et que ça ne doit pas être obligatoire. Alors, je vous rappelle que c'est moi qui ai obtenu l'abrogation de l'obligation vaccinale BCG, enfin, moi en tant que président du comité technique de vaccination. C'est moi qui avais obtenu de Xavier Bertrand l'abolition de la loi qui était passée il y a déjà pas mal d'années, l'obligation vaccinale des soignants pour la grippe qu'on réactualise maintenant. La loi, elle existait déjà parce qu'elle avait été votée quand j'étais président du comité des vaccinations. Et je présidais à l'époque le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. J'avais été furieux. J'avais contacté Xavier Bertrand. Alors, il était coincé parce qu'à l'époque, le Conseil supérieur d'hygiène devait écrire les décrets d'application de la loi. Moi, j'étais le président. Donc c'est moi qui ai obtenu, par Xavier Bertrand, un arrêté suspendant la loi d'obligation vaccinale de toute personne travaillant en établissement de santé du statut d'étudiant jusqu'à retraité. Alors
c'est pour ça que ça m'étonne, parce que maintenant dans les médias, on dit une nouvelle loi pour l'obligation, mais la loi elle existait déjà. Je ne comprends pas pourquoi ils parlent d'une nouvelle loi. Enfin, moi, en tout cas, je suis contre cette obligation grippe pour les soignants. Et en plus Covid, parce que le Covid a déjà disparu, il n'y a plus de Covid ou des formes totalement bénignes. Bon, maintenant, ce qui me choque beaucoup, c'est les ARN messagers. Moi, en tant que personne maintenant qui commence à être un peu âgée, j'ai reçu cette année au moins 4 lettres de rappel de la Sécu pour me dire vu votre âge, vous allez mourir, il faut vous faire vacciner pour le Covid. Bon, je ne vous raconte pas ce que j'ai fait de la lettre. Et c'est quand même terrible, quand on a vu tout ce qui s'est dit tout à l'heure avec les victimes, c'est prouvé des millions de morts dans le monde, qu'en France on ne soit pas arrêté, qu'on continue à dire aux médecins que la Direction Générale de la Santé... Tu vois, ils ne m'ont pas rayé, il y a un truc qui s'appelle DGS Urgent. DGS, c'est Direction Générale de la Santé, et quand j'exerçais dans les hôpitaux, je recevais des mails de DGS Urgent sur toutes les actualités. Il se trouve que je les reçois toujours, ils ne m'ont pas supprimé de la liste. Et à chaque fois qu'il m'envoie ces messages, je suis horrifié. Bon, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que Kennedy, il est intelligent parce qu'il déjà il est accusé d'être anti-vax. S'il va trop loin, de façon brutale contre tous ces lobbies, il est courageux. Donc il les prend à leur propre jeu, il leur dit démontrez ce que vous dites, après on verra. Je trouve ça très intelligent de sa part. Alors après les ARN messagers animaux, je ne sais pas si Jean-Marc Sabatier est dans la salle, mais il est plus compétent que moi. Alors c'est vrai que ça peut résister quelquefois à une chaleur élevée pendant un certain temps. Bon, moi j'étais plutôt rassuré parce qu'il n'y a quand même pas si facilement de croisement entre espèces animales et humaines pour les ARN messagers. Enfin, Jean-Marc dit que c'est quelquefois possible. C'est possible, ceci dit, c'est inquiétant. Surtout qu'ils sont en train de baratiner les agriculteurs. Alors, l'ARN messager, on l'a vu chez l'homme, ça n'a aucun effet protecteur. Mais je pense que les agriculteurs vont réaliser que de toute façon, ça ne protège pas leurs volailles, ça ne protège pas leurs animaux. Alors, finalement, quand on regarde avec recul tout ça, c'est l'obligation d'inoculer un produit expérimental, je rappelle toujours, c'est un crime contre l'humanité imprescriptible. Donc tous ces petits cocos qui ont fait toutes ces décisions, un jour, ils seront tous devant des... J'espère qu'un jour la justice sera de nouveau la justice. Je le rappelle de temps en temps, mais bon... c'est vrai que cette crise, j'ai eu plein de témoignages aujourd'hui, ça a détruit les familles. Mais d'un autre côté, moi, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis, mais ce n'étaient pas des vrais amis. Finalement, je me suis fait beaucoup de nouveaux amis, dont vous, toute cette communauté merveilleuse que j'ai découvert. Pour moi, la crise Covid, c'est presque une nouvelle vie, parce que j'étais dans ma routine et j'ai vu le témoignage de cette jeune victime de vaccin tout à l'heure qui disait maintenant j'ai augmenté ma vision spirituelle des choses, j'ai pris du recul sur la vie, etc. Et moi aussi, ça m'a beaucoup fait mûrir sur les valeurs de la vie. Et finalement, c'est pour ça que je remercie toujours Bill Gates et les autres. Alors, la santé est en ruine. On voit bien que notre cher président va vendre ça pour €1 symbolique avant de garde à BlackRock. Les urgences ferment le week-end, ferment la nuit partout, il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de spécialistes. Même l'autre jour, il y a à Paris, mais dans ma propre famille, ou des amis qui me disent Christian, j'arrive plus à trouver de médecin généraliste à Paris. Alors avant, au fin fond d'une vallée reculée, on pouvait comprendre, mais à Paris, une grande ville, pénurie, ou alors un médecin qui s'installe aujourd'hui remplace 4 médecins qui sont partis. En 6 mois, sa consultation est pleine, il en a ras-le-bol, puis les jeunes médecins, ils ne sont pas comme avant à travailler de 7h du matin à 10h du soir, ils veulent s'arrêter, prendre des week-ends, un peu de repos. Donc ils refusent les nouveaux clients. Et alors on remplace ça par des machines à consulter automatiques, par le site Medadom, où vous avez le Dr House sur Internet qui vous conseille. On dit ouais, mais il n'y a pas d'argent. Et regardez les centaines de milliards qui ont disparu. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu
Donc déjà, sur la caisse de sécu, la caisse de retraite, il y a eu, vous savez, quand les tabacs, ceux qui font le tabac, les fabricants d'alcool, ils doivent verser des sommes importantes à la sécu. Ces sommes sont détournées. Alors, on voit qu'en fait, c'est un vase communicant. Quand il y a trop d'argent sur la sécu, ça passe sur un autre truc, et les caisses de retraite, pareil. La sécu est en déficit. Mais le truc de la sécu, c'était un mensonge colossal. La sécu a toujours été bénéficiaire, et l'assurance retraite aussi. Mais si on dit ça, on est crucifié sur place. Alors c'était drôle, il y a quelques années, déjà, il y avait des dizaines de milliards qui avaient disparu du budget de la France. C'était Bruno Le Maire, le ministre. Et dire, ah ouais, c'est incroyable ça, ah ben, je sais pas où c'est passé, je vais faire une enquête, on attend toujours. Et alors, récemment, c'était avant l'été, il y avait un sénateur, j'ai oublié son nom, qui était à la tête d'une commission officielle d'enquête sénatoriale sur les fonds publics. Il y a encore des dizaines de millions d'euros qui ont disparu. Alors, on ne sait pas où ils sont. Et alors, l'Ukraine, avec les dizaines de millions d'euros donnés à l'Ukraine, j'ai calculé, on pourrait construire plusieurs hôpitaux en France, mais il n'y a pas un sou pour la santé. Il y en a pour Zelensky, qui joue de la bite sur son piano, mais pour nous, non, rien. Donc, et finalement, il me disait, oui, mais il y a la dette, elle est colossale. Sachez que la dette, c'était totalement inventé par les Rothschild, les Rockefeller. Et d'ailleurs, Pompidou, était le premier, qui était un des dirigeants de la banque Rothschild, comme nouveau président de la République, puis avec Giscard, qui a instauré la dette. Et la dette, c'est un racket organisé des États pour dire, on ne peut plus financer tout, il faut licencier, il faut faire des économies. Et toutes les économies, elles ne vont pas pour le peuple français, elles vont dans leur caisse à eux. Donc, vous savez, quand Poutine a pris un peu le pouvoir, Poutine, c'est pas un enfant de cœur, mais il faut quand même reconnaître qu'il a défendu le peuple russe, qu'il a restauré la Russie. Et la première chose qu'il a fait, c'est de virer les Rothschild. Et quand les Rothschild attendaient, mais vous leur devez beaucoup d'argent, Poutine a bon, je vous donne de l'argent, mais je ne suis pas au courant, mais si vous voulez, venez le chercher. Vous savez, une dette, c'est une ligne sur un ordinateur. Ça peut... donc, voilà, j'ai un fan qui arrive. Donc, je pense qu'il faut réinventer la démocratie. Je compte sur des gens comme Étienne Chouard, il y en a d'autres qui veulent repenser à la façon de concevoir les gens. Pour la médecine, parce qui m'affole, c'est que les médecins sont en voie de disparition. Il faut réinventer le nombre d'étudiants en médecine. Ils ont dit qu'ils avaient augmenté le numerus clausus, mais c'était que dalle. Il faut rouvrir les urgences. Il y a de l'argent pour ça. La formation, on voit déjà à l'école standard, c'est devenu dramatique. En 6e, les gamins savent plus lire, écrire, compter. J'ai vu la même chose en médecine. Moi, quand je faisais médecine, on faisait le concours d'internat, on devait rédiger à la main de façon extrêmement lisible des questions d'internat sur telle ou telle maladie. C'était lu. On n'assistait pas à l'examen, après la lecture par le jury, c'était lu par un ancien interne qui lisait les copies et le jury le notait, prenait des notes. Et si c'était pas lisible, le jury disait passe, et puis on perdait des points. Donc, tout était parfait. Maintenant, les étudiants en médecine sont plus capables de faire 2 phrases. Alors, déjà, s'ils font 2 phrases, il y a plein de fautes d'orthographe et de fautes de français. Et ils n'examinent plus les malades à l'hôpital. C'est pas de leur faute, parce que le malade va rester 3 jours, sinon il n'est pas rentable. Donc il est tout le temps en examen, il n'est jamais dans sa chambre. L'étudiant, l'interne arrive pour le voir, il n'est jamais là. Mais c'est pas de la médecine, on ne parle plus que le malade, on soigne que des résultats de scanner, d'IRM, de tests biologiques. C'est une horreur. Faut réintroduire le par cœur. On a appris la médecine par cœur, et après, quand on est devant un malade, on savait ce qu'il fallait faire. Il faut nettoyer tout ce qui tourne autour de la publication médicale, les journaux médicaux corrompus, le Lancet, les New England Journal of Medicine. De l'aveu même de leur rédacteur en chef, ils sont pourris, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Il y en a un qui est resté, c'est le mec du Lancet. Ça m'a choqué, parce qu'il dénonce son journal, après, plusieurs années après, il est toujours là. Il crache dans la soupe, mais la soupe est bonne. Bon. Donc,
À mon avis, il faudrait créer des journaux médicaux pour ce contrôle public, où les relecteurs publient obligatoirement leurs avis sur Internet, qu'on puisse voir pourquoi ils ont bloqué tel ou tel article, leur conflit d'intérêts, que même les auteurs soient anonymes au moment de l'évaluation, et surtout peut-être diminuer la place de ces publications scientifiques dans la carrière des professeurs, parce que le nombre de publications dans tel ou tel journal très coté, c'est devenu le facteur majeur pour assurer la promotion d'un médecin, même s'il n'est pas du tout médecin, qui ne s'occupe pas des malades dans son service, qui ne fait pas de bon enseignement. Il faudrait qu'il y ait une évaluation par les étudiants, par les malades, de la qualité de prestation. Après, on est tombé sous le dogme des études randomisées, qui étaient la science, mais les études randomisées avec tirage au sort, il y a des limites. D'abord, un placebo, quand un truc marche à 80% dans une étude sans groupe témoin, il n'y a aucun besoin de placebo. Ça, c'est quand Raoult, sur 25 malades, montre sur une évaluation virologique très stricte que la charge virale se casse la gueule, c'était très significatif. Alors, c'est vrai que ce n'était pas un groupe témoin tiré au sort, il avait comparé avec l'hôpital de Nice qui ne traitait pas. C'était comme un comparateur un peu pas trop mal comme ça, dans l'urgence. Il n'y avait pas photo, il avait gagné, Raoult. Et quand les gens disent, mais non, mais 25 malades, c'est n'importe quoi, les gens oublient qu'en statistique, quand quelque chose est significatif sur 25 malades, c'est bien plus puissant que s'il faut attendre 3000 malades pour que ce soit significatif. C'est-à-dire que les gens perdaient toute notion scientifique. Et on a des gens comme Domenico Stagliola à l'INSERM qui s'offusquaient. Bon, elle a quand même fait la loi sur l'INSERM et l'agence du SIDA pour toutes les études pendant des années. La science ne se décrète pas à l'Élysée. Quand on a vu le conseil de défense, où tout était secret pour 70 ans, la science, c'est le débat contradictoire. Je connaissais bien Jean-François Delfrécy, je l'ai connu interne, il était un peu plus âgé que moi. On s'est croisés souvent dans nos carrières respectives, on a un peu travaillé ensemble de temps en temps. Plusieurs fois, je l'ai appelé pendant la crise, je lui ai dit, écoute Jean-François, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas le seul. Accepte un débat contradictoire public, il n'a jamais voulu. Pourquoi avoir peur d'un débat contradictoire? Donc pour moi, il faudrait faire le ménage, il faudrait d'abord nationaliser les labos pharmaceutiques, ce qui était le cas à une époque où il y avait des grands labos nationalisés, ça marchait très bien. Parce que les petits labos familiaux de l'époque faisaient du bon boulot, mais ils ont été bouffés. Après, on critique toujours le rôle de la France. Moi, quand même, ça m'a impressionné, puisque j'avais été invité par le sénateur Ron Johnson, c'était en février 2024, donc ça fait plus d'un an et demi. Il y avait une audition sénatoriale, alors c'était public sur la chaîne du Sénat américain. Alors, c'était pas la séance plénière du Sénat, hein, c'était une audition dans la pièce Kennedy du Sénat. Alors, il y avait une vingtaine d'experts du monde entier, moi j'étais le seul français. Et ce qui m'a impressionné, moi j'ai surtout parlé de la fraude dans les publications scientifiques, c'était le thème principal de ma communication. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'après, il y avait des gens de tous les pays du monde qui sont venus voir. Ah, bravo, vous savez, la France, on vous admire, malheureusement, vous êtes dans une situation terrible. C'est un symbole énorme pour nous, et si la France s'écroule, le monde entier s'écroule. Moi, j'étais étonné que des Américains, des Mexicains, des Polonais, tout ça viennent me dire ça. Ils m'ont dit, vous ne vous rendez pas compte de l'image que la France a dans le monde. Et non, mais c'est... Moi, ce n'est pas moi qui ai cherché ces témoignages, ils sont venus me le dire spontanément. Et je pense que... D'ailleurs, c'est pas par hasard, j'étais invité au dîner de gala avec Kennedy, je peux eu le temps de lui parler, parce que sa secrétaire m'avait dit il y a 800 personnes dans la salle, il n'aura jamais le temps, mais on a pu faire une photo ensemble et rigoler 2 minutes, mais bon, j'ai pas eu le temps de... Je suis pas retourné le voir parce qu'il est tellement la tête sous l'eau que le pauvre. Mais c'est pour dire qu'il regarde ce qui se passe en France, il ne faut pas croire. Et c'est pas par hasard aussi que l'État profond a mis le paquet sur Macron. Parce que maintenant il est en train de s'écrouler, il n'y a même pas 17% des Français qui le soutiennent, il est toujours là.
Et, parce que s'il saute, ben, ça va être la libération mondiale. Et d'ailleurs, quand j'étais à Washington, au Gala Kennedy, j'ai rencontré Assim Malhotra, c'est un Britannique d'origine indienne qui a un accent très british, que j'avais rencontré à Oslo quelques années avant. Et j'ai discuté avec lui, et ce gars-là, il me plaît bien, il était diabétologue, il a surtout travaillé sur la nourriture, la malbouffe. Et Trump l'a mis en place comme conseiller pour lutter contre la malbouffe aux États-Unis, lutter contre l'épidémie d'obésité, l'excès de sucre, etc. Parce que c'est des sodas qui tuent les Américains souvent, et pas que les Américains. Voilà, donc, en plus, dans les choses qu'il faudrait modifier, c'est on oblige tous les médecins français maintenant, depuis la directive de Niès Buzyn, de suivre des congrès. Donc ils gagnent des points s'ils font tel ou tel congrès. Et tous ces congrès sont organisés par l'industrie pharmaceutique. Ce qui me choque aussi, c'est qu'avant, moi j'ai participé à ça au début, les recommandations officielles, les conférences de consensus, c'était sympa. Au départ, c'était juste pour conseiller les pauvres médecins paumés qui n'avaient pas le temps de lire toute la littérature scientifique, leur dire voilà, dans telle maladie, c'est bien de faire ça et ça. Tant que c'est un conseil, c'est parfait, mais le jour où c'est devenu obligatoire quasiment, le Conseil de l'ordre se met à radier des médecins parce qu'ils ne suivent pas la recommandation, ça c'est totalement scandaleux. Et il faut vraiment que ça cesse. En plus, moi j'étais fan des médecines naturelles depuis longtemps, parce qu'avec la maladie de Lyme, on ne pouvait pas tout gagner avec les antibiotiques et tout ça. J'ai appris ça sur le terrain, c'est les malades qui m'ont tout appris sur la phytothérapie, tout ça. Maintenant j'ai une bonne expérience. Mais quand je vois qu'à chaque fois qu'on essaie de faire avancer le truc, qu'on veut faire une étude randomisée pour montrer que telle plante, tel truc est efficace, c'est tout de suite bloqué. Et comme les plantes ne rapportent pas, il n'y a pas de financement. Donc je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs parmi vous de la médecine naturelle, mais je pense que j'y crois à fond. Alors, la censure, maintenant c'est devenu la grande cause de nos autorités. Quand j'avais été invité au Parlement européen à Strasbourg il y a quelques années, l'après-midi avant ma conférence le soir, j'avais assisté par hasard à une réunion dont le thème c'était il faut contrôler les médias alternatifs, Internet. Et il y avait Raphaël Glucksmann, Marine Salamé, maintenant qui est la grande prêtresse de BFM TV. Il y avait Nathalie Loiseau, une grande députée européenne. Il y avait deux Américains en Zoom, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, parce que c'est le Parlement européen qui quasiment dirigeait la discussion. Il fallait censurer immédiatement tous les réseaux sociaux, restreindre les libertés. Alors c'était au nom de la liberté et de la démocratie. Alors j'ai eu la même impression l'autre jour parce que j'étais à Toulon sur le marché, puis il y avait le Point, l'Express, plein de journaux, avec les unes avec Zelensky. Zelensky, ce héros. Zelensky, le gars qui va sauver nos libertés, nos démocraties. Voilà. Donc après, je ne souhaite pas ce qui s'est passé au Népal, mais quand vous voyez il y a quelques jours, quand le gouvernement népalais a voulu censurer les réseaux sociaux, ils ont cramé le Parlement, là, je crois qu'il y a eu un mort, et ils ont jeté tous les parlementaires dans l'eau du fleuve. Je souhaiterais ça. Il faut restaurer la liberté de prescription des médecins, même hors autorisation de mise sur le marché, alors que dans certaines spécialités, notamment à l'hôpital, 80% des prescriptions sont hors autorisation de mise sur le marché. L'AMM, comme on dit, c'est le labo qui a une autorisation sur telle ou telle indication. Et si vous avez un antibiotique super qui marche sur le staphylocoque, comme les études cliniques coûtent des millions d'euros, ils vont faire des études sur l'infection des poumons, de la peau, je ne sais pas quoi, mais ils ne vont pas faire des études sur toutes les infections du corps humain. Une fois que le produit est sur le marché, si un médecin dit c'est un antibiotique génial, il est déjà commercialisé depuis 10 ans, il n'y a pas d'effet secondaire, je l'utilise pour sauver quelqu'un, ben maintenant vous pouvez être condamné. Et avec la loi Bertrand, le médecin qui a prescrit hors AML, il doit écrire hors AML sur l'ordonnance. Sinon, alors dans ce cas-là, c'est pas remboursé, donc c'est le malade qui paye de sa poche. Je trouvais ça dégueulasse. Quand j'ai fait des prescriptions hors AML depuis des années, j'ai jamais marqué hors AML.
et je m'en fous de ces lois des années Bertrand qui est unique. Et à l'hôpital, dans le centre de référence de l'infection articulaire à Garches, quand j'étais chef de service, on sauvait des gens avec des infections osseuses graves. Quasiment 100% de la prescription était hors AMM, parce que l'étude n'avait pas été faite dans l'os. Mais j'ai jamais vu l'hôpital envoyer une facture de 10 000 euros aux patients quand ils sortaient de l'hôpital. Donc la loi n'est pas respectée. Mais ils l'utilisent pour casser le petit médecin généraliste qui a osé défier la loi. C'est dégueulasse. Ça, il faudrait suspendre ça immédiatement. Et là, je voudrais rendre hommage à tous ces pauvres médecins radiés. Il y en a beaucoup ici. Moi, j'ai eu de la chance de m'en sortir, mais pas tout le monde. Et comme aux soignants suspendus d'ailleurs. Hein. Alors, la télémédecine, elle est partout. Maintenant, il y a une application Medadom et il faut parler à son malade, il faut le toucher. C'est pas... Maintenant, les infirmières, les pharmaciens ont le droit de prescrire. Bon, c'est bien peut-être dans certains cas. En tout cas, il faudra arrêter immédiatement ce qu'on appelait la T2A. Moi, T2A, c'est TAA, en fait, c'est tarification à l'activité. Sarkozy a mis en place l'hôpital entreprise. L'hôpital doit rapporter de l'argent. Donc un malade ne doit pas rester trop longtemps. S'il a une pathologie chronique compliquée, bon, il doit virer parce qu'il n'est pas rentable. Moi qui étais dans l'hôpital des handicapés, ça m'a fait mal. Hein. Et moi, quand j'étais président du conseil médical de Garches, il y a des années, j'avais obtenu la reconstruction sur place, pas des vieux bâtiments qui étaient préservés, mais de l'hôpital de Garches, qui avait été l'hôpital phare des handicapés. Il était classé premier dans la liste des hôpitaux qui devaient être rénovés, reconstruits. Et l'année d'après, le conseiller de Sarkozy, que je connaissais bien, a piqué tout l'argent de Garches pour faire le deuxième bâtiment du nouveau Necker à Paris. C'était un peu insensé de faire un grand bâtiment de pédiatrie en plein centre de Paris où il n'y a plus d'enfants, c'est comme ça. Et Garches, depuis, le laisse mourir. Oui, on va le reconstruire, on va se parer, on va. Mais l'hôpital est en train de s'écrouler et les handicapés, ils n'en ont rien à cirer. Ça me rappelle un petit gars dans les années 30 en Allemagne qui avait aussi commencé à s'attaquer aux handicapés. Il faut arrêter de donner les données de santé à Microsoft. Quand j'ai vu que Bill Gates piquait toutes les données de santé, offertes généreusement par Macron, j'ai dit au moins Macron, il se fait payer pour ça. Ben non, c'est Macron qui paye Bill Gates qui a la gentillesse d'analyser nos données de santé, qui revend partout, qui l'exploite. C'est franchement honteux et surtout virer votre site, comment ça s'appelle mon espace santé, voilà, parce que ils peuvent vous espionner comme ils veulent. Quand on parle de Bill Gates, moi je l'ai connu au jeu. Moi, je l'ai rencontré une fois, à l'époque j'étais président du Conseil de la santé publique pour les maladies infectieuses. J'avais été invité en grande pompe au ministère des Affaires étrangères, c'était Fabius qui était le ministre. Alors il y avait les gardes républicains sabre-clair, le tapis rouge, Bill Gates arrive avec son pullover. Il était là à 3 mètres de moi avec Fabius, et Fabius lui remet un énorme chèque au nom de la France. Et là j'ai réalisé que Bill Gates, c'était pas un philanthrope, c'était un philou qui s'en mettait plein les poches. Il raquette tous les États du monde. Et moi, déjà, l'OMS avait averti, je n'y croyais pas. Et un jour, aux Affaires étrangères, il y avait une réunion comme ça. Ils étaient tous excités parce que Bill Gates les invitait à Genève pour participer à une réunion. Je disais, ça, Bill Gates, c'est pas une charité, il va en poche. Alors, ils m'ont regardé comme si j'étais un terroriste. Et là, il y a un monsieur qui était à ma droite qui m'écrase le pied sous la table. Je lui ai dit, ça vous a pas plu ce que j'ai dit? Il a dit non, parce que je suis président, je ne dirais peut-être pas le nom, d'une très grande et très célèbre ONG française. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit de dire du mal de Bill Gates, c'est lui qui nous finance complètement. En fait, toutes les ONG sont financées par Bill Gates, comme ça en Afrique, il fait la promotion des OGM, il fait la promotion de tout ce qu'il veut. C'est un philanthropathe. Comment? Un philanthropathe. Oui, un filou. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas pu le vérifier, mais le jour, il y a des gens qui ont dit que Trump a attaqué Soros sur l'Open Society. L'Open Society, Soros finance beaucoup d'universités dans le monde. Alors, l'université française est dans un état catastrophique. J'ai connu des universités, ils en ont construit quelques-unes dans les années 70, depuis il n'y a pas d'entretien. Je suis allé à des tests de
dans des jurys de thèse dans les universités en plein Paris, l'ascenseur tombait en panne, la peinture s'effritait partout, il n'y avait pas de taille-crayon, il n'y avait plus de secrétaire. Avant, les professeurs avaient des secrétaires universitaires, ça fait 20 ans qu'il n'y en a plus. Donc l'université est sinistrée. Donc c'est pour ça que les universités sont très contentes quand les laboratoires pharmaceutiques leur donnent de l'argent. Et Soros, il a inondé plein d'universités dans le monde. Il va voir un doyen, voilà, je vous donne quelques millions pour rénover votre université. Mais en échange, nous contrôlons votre enseignement. Alors j'espère que l'attaque de Trump contre Soros est réelle. Je n'ai pas le temps de vérifier si l'information était vraie. Les partenariats publics-privés, j'ai connu ça. J'étais dans le groupe avec Delfrécy, avec les maladies infectieuses, l'INSERM. Partenariat public-privé, ça veut dire quoi? Quand ça coûte cher, c'est l'État qui paye, puis quand c'est installé que ça rapporte, c'est le privé qui encaisse. C'est facile, hein? Bon. Voilà, il veut continuer à vous faire peur pour vous manipuler. Le réchauffement climatique, le CO2, c'est génial. C'est indispensable pour les plantes. On vous fait croire que si vous pétez, ça tue la planète. Et c'est pour ça que Bill Gates, il veut massacrer toute Cheptel, parce qu'il a dit récemment encore que les vaches étaient la pire atteinte à la planète Terre, parce que lui, il veut fourguer ses steaks synthétiques et ses farines de cafard. Donc, voilà. Bon, la voiture électrique, tout ça. Je passe, donc je vais bientôt terminer. Alors, comment y arriver? Je dirais qu'il faut privilégier la non-violence, comme c'était dit tout à l'heure, apprendre à dire non. Et c'est pour ça que vos réunions sont importantes et que tous ces collectifs se rassemblent, c'est apprendre à travailler ensemble au niveau local, de la famille, de l'entreprise, du village, et petit à petit, pour, quand on va vous imposer un nouveau truc débile, que vous soyez déjà préparé, que de façon collective vous puissiez réagir, parce que les Français ont été pris de court avec la pandémie, ils étaient tout seuls dans leur famille, tout ça, on leur a dit il faut faire ça, le voisin dit bah oui c'est très bien. Donc si vous êtes déjà organisé en groupe, ça leur fait très peur, c'est ça qu'il faut faire. Donc dire non, s'organiser en cercle, mobiliser les jeunes, malheureusement les jeunes ont... Il y en a quelques-uns, j'en ai vu un là tout à l'heure très sympa qui est venu me voir, et il y a Léo Dubois aussi que j'ai encouragé à publier son livre, et ils ne sont pas encore très nombreux parce qu'ils... Bon, ils sont sur leur téléphone portable toute la journée, puis ça les embrouille de voir un avenir sombre, ils ne veulent pas le voir. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils y voient un peu plus clair. Après, les gens, l'État actuel, il est en train de massacrer le peuple français, l'économie française, personne ne fait rien. Que fait l'armée, que fait la police? Bon, moi, ce qui m'a un peu rassuré ces derniers jours, c'est que avant, il y avait beaucoup de généraux à la retraite qui parlaient, comme Cousteau, comme Tauzin, et jamais des généraux d'actifs. Et là, ce qui est nouveau, c'est que Burkhardt a claqué la porte de l'état-major en disant ces quatre vérités, que récemment, les généraux d'actifs ont dit non, on n'ira pas en Ukraine. Donc ça, pour moi, c'est un signe. Et je vois sur les réseaux sociaux des policiers qui commencent à témoigner, même certains encore en activité, alors d'autres sont retraités, mais du malaise dans la police. Moi, je ne suis pas du tout pour un coup d'État, une action militaire. Mais je dis qu'à un moment donné, l'armée et la police sont là pour protéger le peuple. Et pour moi, c'est important. Alors, ceci dit, il faut rester prudent parce que vous avez vu ces dernières semaines, il y a des épidémies de suicide. Je vous dis, je ne suis pas déprimé, je ne prends pas de médicaments. Mais c'est quand même un peu inquiétant. D'ailleurs, j'avais dîné avec le général de Lavarde, alors qui officiellement ne s'est pas suicidé, mais peu de temps avant son décès. Donc pour l'instant, en France, je dirais qu'il n'y a aucun espoir politique. Bon, franchement, Macron est à 17%, il dissout l'Assemblée qui est contre lui, il nomme des ministres qui sont... tous les partis d'opposition sont couchés. Donc, je ne vois pas. Les premiers ministres, il y a un concours du mandat le plus court qui va gagner comme ça. Pas par Bayrou qui n'est pas si jeune, enfin, on voit des premiers ministres à peine sortis de l'adolescence, qui n'ont pas vraiment de formation, de grande formation universitaire, qui sont sans expérience, qui deviennent Premier ministre. Bon,
Alors le cornu, on va voir, il faut lui laisser sa chance à ce monsieur. Alors, cornu en anglais, ça se dit horny. Bon, c'est là. Mais les anglo-saxons l'avaient admiré parce que horny, cornu en anglais, ça veut dire quelqu'un qui est en érection, qui est viril. Donc ils doivent nous admirer pour avoir un Premier ministre très viril. Mais cornu en français, ça veut plutôt dire cocu. Donc moi je pense à nous, les Français, les gueux. Je pense qu'on peut être les cocus aussi. Donc on verra, il faut lui laisser sa chance. Bon, alors j'ai beaucoup d'espoir parce que Macron a nommé récemment le professeur Molimar et le professeur Dominique Costagliola pour diriger une commission de vérification de la science et des données scientifiques. Molimar a fait une étude frauduleuse pour dire qu'il y avait 17 000 morts de la chloroquine et grâce à l'association Bon Sens que j'appartiens, des collègues chercheurs, on a pu démonter leur étude et obtenir la rétractation. Et Dominique Costagliola, je rappelle que quand il y a eu l'affaire de l'ivermectine et qu'un des Andrew Hill, qui était un professeur de l'université anglaise, avait été chargé par l'OMS de faire un rapport sur l'ivermectine. Andrew Hill, en plus, je l'avais rencontré quelques années avant l'OMS, un type sympa comme ça. Et Andrew Hill dit « Ah, c'est incroyable, l'ivermectine, ça marche, c'est génial ». Il commence à en parler dans les médias. Il est convoqué immédiatement aux États-Unis, au NIH. Je ne sais pas s'il a rencontré Fauci à l'époque. Il revient des États-Unis. « Oh non, mais finalement, je me suis emballé. C'est pas si sûr que ça, parce que les études sur lesquelles je me suis appuyé n'étaient pas si bonnes. » Il revient en arrière. Et si vous vous souvenez, il y a une Anglaise que j'ai rencontrée plusieurs fois, qui est géniale, Tess Lowry, qui connaissait Andrew. Un jour, elle l'appelle et dit « Écoutez, Andrew, elle était coquine parce qu'elle avait fait un zoom avec lui, elle n'avait pas dit qu'elle l'enregistrait. Andrew, vous vous rendez compte combien il y a de morts de Covid par jour? Il y en avait 4000 dans le monde. Vous savez que l'ivermectine marche? Oui, mais alors là, vous êtes revenu en arrière d'un seul coup. Ouais, mais il faut comprendre, j'ai beaucoup de pression, c'est difficile pour moi. Et Tess, dans plus tard, je l'ai rencontré pas mal de fois, on a pas mal parlé ensemble avec tout ça. Tess lui dit, écoutez Andrew, pouvez-vous me dire qui, dans le monde, vous a le plus influencé pour retourner votre veste? Alors, je ne sais plus s'il a cité d'autres, mais il a cité le docteur Dominique Costagliola de l'INSERM à Paris. Et cette Dominique Costagliola, maintenant, va nous dire ce qu'est la vérité. C'est bien, hein? Et bien là, il y a 2 jours, avant que j'étais assis, mais là, j'ai failli vomir. Je vois un extrait, parce que je ne regarde jamais BFM TV, C'est dans l'air, qui est une émission qui est terrible, avec Patrick Cohen et tout ça. Je vois Michel Simès, que j'aimais bien il y a quelques années, il m'invitait sur la maladie. Ah oui, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, il m'invitait pour parler de la maladie de Lyme, il était à fond pour moi, il m'avait invité plusieurs fois avec Carrère Lancos. Puis d'un seul coup sur Lyme, il a retourné sa veste et il m'a invité des anti-Lyme féroces. Donc moi j'avais pris mes distances. Et là je vois Simès qui était avec son copain Olivier Véran. Vous connaissez Véran? Et on va créer une nouvelle chaîne d'information rigoureuse scientifique à la télé. Et tout sera vérifié, tout sera scientifique. Et là j'ai fait Burke. Franchement, j'ai envie de vomir parce que quand on voit ça, c'est qu'ils sont. Non, mais s'ils en arrivent à. En plus, ils pourraient au moins déclarer leur conflit d'intérêts. Mais quand je vois ça, c'est qu'ils sont très mal et qu'ils ne savent plus quoi inventer. Donc, après toutes ces diatribes, il faut rester optimiste. Il y a des forces mondiales autour de nous, la Russie, l'USA, les États-Unis de Trump, même si Trump n'est pas parfait, la Chine, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. L'influence anglo-saxonne est en train de diminuer. Et du coup, le monopole du dollar, il faut savoir que les anglo-saxons étaient les créateurs de l'État profond. Il ne faut pas avoir peur. Moi, quelqu'un me dit vous avez peur, je dis non, c'est pas moi qui ai peur, c'est eux. Il y a des procédures juridiques dans différents pays. D'ailleurs, on a des amis allemands qui sont là, qui m'ont dit qu'en Allemagne, ça commençait à chauffer avec des juges qui étaient assez actifs. Il y en a aux États-Unis, il y en a, je pense aussi en Italie, en Australie aussi, ça chauffe, des gens qui mettent en cause tout ce qui s'est fait. Dans certains pays de l'Est, il y a beaucoup de révélations, certaines sont sorties, évidemment, nos médias ont tout censuré.
Donc ils nous font des nouvelles menaces. C'est le directeur de l'OMS il y a quelques années, on dit oh, attention, il y a un virus X là, qui est très dangereux, que dans les cartons, il va sortir, il faut faire traiter de l'OMS pour protéger les nations. On s'en tape. C'est très dur de faire un virus pandémique. Pour le SARS-CoV, ils ont mis 20 ans, et ça a fait flop. Bon, malheureusement, il y a eu des millions de morts, mais c'est pas le virus qui a décimé la planète comme il voulait. Je les plains les pauvres parce qu'ils ne peuvent pas faire d'études randomisées chez l'homme avant la pandémie. Ils sont obligés de cacher ça dans les cartons, puis de le sortir. Après, ils regardent ce qui se passe. Un virus qui est trop virulent, comme le premier SRAS, il a tué très vite, mais un virus qui tue très vite, il ne se propage pas. Oui, pas intéressant. Donc le SRAS s'est éteint très vite. Le premier SRAS, il y a des années en Chine. Là, celui-là, ils ont travaillé à l'Institut Pasteur, ils ont travaillé à Chapel Hill avec Ralph Barry, qui ont travaillé en Chine. Finalement, ça n'a pas été un bon candidat. Alors maintenant, quand ils vont te faire croire qu'on va mourir tous avec Ebola par Marburg, il suffit de fermer la porte, d'isoler les malades, ça ne se transmet pas. Donc j'ai aucune peur d'un nouveau virus pandémique. Et tous les jours, il y a un nouveau moustique tel endroit qui va le décimer. Mais bon, ça va vous faire rire. Voilà, donc ma conclusion, c'est qu'on doit rester unis, on doit rester serein, que tous ensemble, on est beaucoup plus nombreux que les quelques crapules. Il faut défendre les belles valeurs de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui ont été un peu oubliées. Et finalement, tout ce combat, en tout cas pour moi, peut-être pour vous, ça a donné un nouveau sens à ma vie, donc je ne suis pas prêt d'arrêter de me battre. Et plus je m'attaque, plus ça me renforce dans mes convictions. Et pour finir, je finirai par rendre hommage à nouveau Anthony Rio, parce que malheureusement, ces jeunes ont été victimes de tous ces salopards. Et voilà, je vous remercie.